commencer. Ce soir, on a le merci d'être venu, si nombreux. On a le plaisir de vous voir. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Isabelle Daéron, designer, formée d'abord à l'ESAC de Reims, puis à l'ENSI, Grand Prix de la Ville de Paris 2013, Audi Talents Awards 2015, qui a une démarche tournée vers les flux naturels, qui va faire l'objet de la majeure partie de cette présentation ce soir. Qui par ailleurs collabore aussi avec la section recherche de la cité du design de Saint-Étienne. Voilà, je te laisse présenter ton travail. Merci d'être là et merci à vous d'être là. Merci. Alors je vais est-ce que ça marche. Ça marche là si je parle? J'ai besoin peut-être si. Là? Oui. Je vais le faire. Déjà merci beaucoup, merci à Tomicom, à Manon Leblanc de l'avoir invité. Je suis ravie d'être là et merci d'être aussi nombreux ce soir. Alors j'ai préparé en fait une présentation en 4 parties. La première aborde une étude sur la notion d'habitabilité qui était en fait mon mémoire de fin d'études à l'ENSI. Ensuite, j'expliquerai la manière dont ce travail a permis de faire émerger une recherche que j'ai intitulée Topic. Troisièmement, là, c'est mieux. Troisièmement, je vous présenterai l'objet de cette recherche, donc les topics, et puis les dispositifs qui la composent. Et enfin, j'écrirai des projets qui ont été réalisés dans des contextes plus précis de Colombie. Bon, je vais pas. Oui, alors, je vais redire un petit peu peut-être ce qu'a dit Tony, mais pour évoquer peut-être rapidement mon parcours, je suis passée par 3 écoles. J'ai commencé mes études à l'école de design de Nantes Atlantique. Ensuite, je suis partie à l'ESAC de Reims, où j'ai obtenu un DNAP. Et ensuite, j'ai encore changé pour aller à l'ENSI et à Paris. En préparant donc cette conférence, je me suis rendu compte que pendant mes études, ce sont étrangement plus des travaux d'artistes et d'architectes qui ont été fondateurs de ma pratique, et plus que des productions de design. Et donc j'ai choisi de vous parler de 2 d'entre eux. Le premier, c'est une photographie de Gina Pan qui s'intitule « Situation idéale, terre, artiste, ciel », réalisée en 1969. Une photographie donc, où Gina Pan se tient debout sur la ligne d'horizon entre un champ et le ciel. La composition est très simple, presque schématique, un sol, un ciel et un humain. L'artiste décrit par l'inscription de son corps dans un lieu la place de l'artiste et par là même la tâche qu'il ou elle aurait à effectuer, c'est-à-dire relier la terre, qui peut symboliser le profane, au ciel, le sacré. De mon côté, je vois dans cette photographie la manière dont je souhaiterais agir dans le monde. Les pieds ancrés dans la terre, je souhaiterais faire émerger du réel des possibles. Et cette photographie évoque pour moi à la fois un sujet d'étude, notre rapport au milieu, une démarche, la recherche d'un équilibre entre les éléments et une posture, faire émerger du réel, des qualités pour habiter. Un autre travail a été très marquant pour moi. Il s'agit de celui de l'agence d'architecture RSI, l'agence de François Roche, peut-être que vous connaissez, qui n'existe malheureusement plus. Et à l'époque, en fait, je suis le travail de cette agence avec énormément d'intérêt. Et ce qui m'intéresse, c'est que tous leurs projets sont issus d'une démarche extrêmement cohérente, qui ne cesse d'interroger la manière dont l'architecture peut être pensée en rapport avec l'environnement, avec son environnement. Une manière de démontrer que les qualités du lieu, la faune, la flore, la température, voire même la pollution, peuvent être intégrées à la conception d'un bâtiment de manière à traduire la singularité d'un lieu. Et ici, j'ai choisi un projet assez remarquable de leur démarche, qui s'appelle Dusty Relief, qui a été conçu en 2002, qui est en fait un projet de concours pour un musée à Bangkok.
Le contexte est assez simple, donc la ville de Bangkok est très polluée, et donc il propose un bâtiment qui aurait la capacité d'utiliser cette pollution comme matière première, un bâtiment finalement capable de capter la pollution ambiante. Et le principe, donc, il s'agit d'un immeuble qui serait recouvert d'une maille métallique parcourue d'un champ électromagnétique. La pollution ambiante se fixe sur la maille et transforme ainsi le bâtiment en une forme en constante évolution. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que la forme de cet espace à habiter, elle est régie par des interactions constantes avec ce qui l'environne. Ces deux travaux donc, donnent, on va dire, de grandes directions utopiques pour habiter le monde, et plus précisément faire avec ce qui existe. Et à ce moment-là, je commence à m'intéresser à la notion d'habitabilité. Et je vais dédier donc, mon mémoire de fin d'études à l'étude de ce terme pour essayer de comprendre ce que l'on nomme habituellement habitable. Un espace habitable, qu'est-ce que c'est au fond? Alors, c'est une petite. Je vais parler un peu de l'histoire de cette notion. C'est une notion qui s'est construite à partir du XIXe siècle en empruntant successivement le sens de ses dérivés, donc, qui sont habité, habitant, habitat, habitation, habitable. Et je le comprends au fur et à mesure, mais l'étude de ce terme m'amène aussi à interroger le rapport qui existe entre un espace habitable et l'utopie. L'utopie, c'est par définition une terre qui est mise à distance, qui invite à l'habiter sans pouvoir l'atteindre. Donc elle incarne forcément une tension entre quand on regarde l'étymologie d'utopie, entre un lieu agréable, utopia, et un non-lieu, utopia, et un paradoxe qui nourrit une production d'imaginaire jusqu'à projeter un espace idéal à habiter. Par la mise à distance justement qui la caractérise, cette utopie présente une forme unitaire, compacte, une même logique guide la constitution de cet espace, le rendant cohérent. Et alors qu'habiter se définit par une occupation d'un espace par un corps, l'utopie n'autorise aucune expérience physique du lieu. En revanche, elle s'inscrit dans un échange constant entre l'ici, l'espace qu'on habite, et l'ailleurs, hanté par un idéal. Elle travaille en retour le réel et modèle le territoire, les villes, les habitations. Et donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'il existe en fait un outil de réalisation d'utopie qui va s'attacher à façonner l'espace à habiter. Et l'habitabilité, cette notion, c'est en fait cet arsenal technique qui va réduire la distance entre l'utopie et l'espace à habiter. Et ce que je vais découvrir, c'est que son étude décrit un voyage perpétuel entre une terre lointaine, idéalisée, et une terre proche, qu'on habite, et dont la médiation technique est la condition. Donc cette notion, en fait, elle est au départ utilisée pour qualifier la possibilité d'habiter d'autres mondes que la Terre. Donc ici, par exemple, on a la première définition de ce terme, en 1801, qui fait référence à la thèse de la pluralité des mondes, où en fait, on a, simplement depuis l'Antiquité, des auteurs comme Pythagore et Platon, qui défendent l'idée que la Lune et les autres planètes sont peuplées d'êtres vivants. Progressivement, avec les progrès de la technique, notamment de la spectrométrie, donc qui est l'analyse du spectre lumineux des planètes, les scientifiques vont se rendre compte qu'on ne peut pas vraiment habiter les autres planètes, et donc la thèse de la pluralité des mondes va être invalidée. Peu à peu, le terme habitabilité, on peut le voir, il va être utilisé en littérature, par exemple dans des romans de Jules Verne, pour décrire des villes lointaines, mais où finalement personne n'a jamais posé les pieds. La manière dont il utilise donc, Jules Verne, par exemple, ce terme d'habitabilité, on peut observer cette manière, elle est empreinte d'un début de critique hygiéniste. À la fin du XIXe siècle, le terme va se rapprocher en fait, de l'espace habité et on va parler de l'habitabilité d'une ville, des logements. La révolution industrielle entraîne de profondes mutations dans l'espace urbain. La proximité des industries et la surpopulation de certains quartiers contribuent à rendre la ville insalubre. De mauvaises infrastructures d'évacuation et de gestion des déchets constituent l'une des causes de la propagation des maladies infectieuses, notamment à cette époque la tuberculose. Et donc on peut observer que ce terme d'habitabilité va être présent dans des ouvrages qui vont traiter de l'hygiène urbaine. Et on observe que progressivement, en fait, ce terme est transposé à l'urbanisme par le filtre de l'hygiénisme.
La condition principale de l'hygiène publique à cette époque réside dans la circulation de l'air, des flux techniques, des habitants. Et donc dans une ville qualifiée d'habitable, l'objectif, il est d'accroître la vitesse des flux. Donc ce qu'on observe, et on peut le voir sur cette gravure, l'objectif c'est d'accroître la vitesse des flux. Le sol est gorgé de tuyaux, des égouts, des canalisations d'eau, de gaz. Tout est lissé justement pour favoriser l'écoulement des eaux. Le sol est nivelé en fonction des circulants, des piétons, des automobiles, et le sol devient littéralement une interface technique. Les sciences de l'habitabilité apparaissent à la fin des années 60, et donc les ouvrages qui traitent de ce sujet décrivent toutes les méthodes pour rationaliser l'espace à habiter et optimiser toutes les relations entre le corps et l'espace selon des critères biologiques. Dans les années 60, donc époque à laquelle survient une nouvelle crise du logement, sont publiés plusieurs ouvrages qui vont traiter des sciences de l'habitabilité. Donc ces publications regroupent en fait toutes les méthodes pour rationaliser non seulement la construction, mais aussi l'usage du lieu. Donc ça va être courant d'air, taux de dioxyde, taux de CO2, luminance minimale pour le bureau, hygrométrie, dimension idéale d'une pièce, mais aussi couabilité des parois, température des coulements d'eau, etc. Et donc en fait, on peut observer que toutes les relations entre l'espace et celui qui va y habiter sont complètement préhensibles par la technique. Elles sont scrutées, analysées, optimisées. Et ces exigences, finalement, elles vont conduire à une seule et une même manière d'habiter, un mode d'habiter complètement standard. L'habitabilité vise aussi à produire des espaces capables de générer leur propre climat. On va pouvoir apparaître un climat totalement déconnecté du lieu. Je pense à quelque chose aussi, Philippe Rhin par exemple, il parle du fait que quand on habite un appartement qui est chauffé à, je sais pas, 21-22 degrés, on habite dans un climat tropical en fait. C'est un peu la même idée en fait de dire que le climat est complètement déconnecté en fait du climat à l'extérieur. L'habitabilité répète aussi comme n'importe quel dispositif technique de l'identique, et elle va travailler la ville comme ses habitants en dictant une même manière d'habiter. Cette réalisation d'utopie, elle impose une même manière d'habiter, quelles que soient aussi les spécificités culturelles et sociales des habitants. Elle vise à rationaliser la surface au sol pour déterminer l'espace habitable minimum. Elle conduit enfin à retranscrire la forme cohérente de l'utopie en produisant ses propres mondes. Je voulais juste vous citer, je voulais juste donner peut-être une phrase qui permettait peut-être un peu de résumer cette notion en fait. Un peu à l'image d'une métaphore filée qui use du même ressort pour perdurer et construire un ensemble, comme quelque chose qui se répète constamment et se différencie selon les éléments qu'elle rencontre, l'habitabilité retranscrit la logique du non-lieu, à défaut d'atteindre l'utopie par un monde purement technique. Et donc, en conclusion de cette... J'essaie de faire court, en tout cas, la conclusion que pose cette étude, c'était quel rapport à la technique doit-on inventer pour éviter qu'en voulant réaliser l'utopie, on impose une manière d'habiter sans lien avec les spécificités des habitants, un espace totalement déconnecté du milieu. Et donc plusieurs questions. Comment alors réaliser l'utopie en utilisant différemment la technique? Quelle technique permettrait de s'isoler sans pour autant se déconnecter totalement du milieu? Comment produire du singulier en acceptant la répétition mécanique de la technique? Beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre en fait. Et pour y répondre, je vais mettre en place une méthode de travail. Et donc là, je voulais vous parler un peu du processus de travail qui m'a amené à constituer ce projet topique. Que je présenterai juste après. Donc l'histoire de l'habitabilité m'a permis de comprendre que l'habitable est toujours en fonction du climat. Et cette utopie est conçue à l'extérieur du réel. Elle est conçue comme une entité indépendante, coupée du monde. Et lorsqu'elle se réalise, c'est le monde qui doit se faire à elle et pas l'inverse.
Elle finit par imposer ses caractéristiques, sa forme au lieu, à un environnement. Elle modèle l'existant à son image. À l'inverse, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à partir du réel. Comment faire émerger les qualités de l'existant, les qualités des matériaux, de la terre, pour habiter. Si je transpose à l'échelle du matériau, cette idée de contrainte peut être un moule qui forme, qui contraint la matière. Par exemple, former une brique, c'est contraindre des particules minérales libres à une forme parallélépipédique, une forme abstraite. Et d'ailleurs, il s'agit ici peut-être plus d'une posture de contrôle. À l'inverse de la brique, le tas est une forme issue des caractéristiques du matériau. C'est une forme qui s'est composée naturellement, sans tamis, sans moule. C'est une forme presque non technique, on pourrait dire. Mais à la différence de la brique qui permet de construire évidemment des murs pour délimiter un espace, le tas ne permet pas vraiment d'habiter. Et donc, bon, j'en arrive à me dire en quoi le tas me permettrait-il d'habiter. Et donc, pour répondre à cette question, je vais décider de faire des tas. Donc, je commence par creuser un trou sur une parcelle de terrain. J'obtiens un tas, une forme donc, directement issue du lieu. Et progressivement, le tas va devenir un objet de recherche. Je vais continuer à faire des tas avec plein de choses assez différentes. Donc des tas avec des morceaux de bâtiment, avec du sable, avec des cosses de haricots. Bon, en fait, au début, je partais un peu dans tous les sens, et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je sois un peu plus rigoureuse dans la formation justement de ces tas pour en tirer plus d'informations et plus de caractéristiques plus précises. Donc je continue, je collecte des matériaux de nature différente et je fais des tas. Je jette de la matière et puis je vais observer les éléments s'organiser entre eux. Chaque élément s'agence en fonction des autres, ils font une cohésion. J'observe aussi les vides, la manière dont ils sont organisés. Je comprends aussi à ce moment-là que la granulométrie va déterminer la forme du tas. Donc, en fonction de la forme et de la taille du grain, on n'a pas forcément la même pente. Et donc en réalisant ces tas, en les observant, je comprends ces caractéristiques, la composition des grains, sa structure. Et à ce moment, en fait, bon, je prends un peu du recul par rapport à ce travail et je me rends compte que c'est pas vraiment tant sa forme, la disposition des vides, la granulométrie, enfin tout ça, c'est pas pour ça que le tas m'intéresse. Je comprends en fait à ce moment-là qu'en jetant de la matière dans le but de réaliser un tas, j'ai pas été la seule à intervenir. Parce que l'action de la main a été accompagnée par une force, la gravité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont un système peut s'auto-organiser à partir des forces et des flux présents dans le lieu. Une question, en fait, comment déterminer donc les conditions minimales d'émergence d'un système vivant, autonome, dans lequel il y a des échanges de la vie et du flux. Donc je vais commencer à réaliser une autre série d'expérimentations qui va consister à associer à chaque fois deux matériaux et puis une action. Ce qui va être intéressant à observer, et c'est ce dont je me suis rendu compte en fait après, c'est que dans toutes ces expérimentations, l'action humaine s'est progressivement effacée au profit de l'expression des matériaux, des flux et de la gravité. Sur des clous enfoncés dans une plaque de médium, je place une grille et sur cette grille des cailloux. Certains de ces cailloux, les plus petits, tombent. Ce pourrait être un distributeur, une machine automatique de cailloux. À partir d'une expérimentation donc à l'échelle du matériau, je réalise une animation pour ancrer le principe dans une situation. Fragment de ruine. On ne sait jamais lorsqu'il se met en route. Un écoulement de particules annonce le début du processus. Le fragment de ruine fonctionne tel une machine. Il répète les éléments qui le constituent. Il reproduit des fenêtres, des briques, des moellons. De cet élément, la formation d'un tas que l'homme réorganise pour dessiner un territoire.
Je jette du plâtre sur un plan poudreux. La matière se réorganise seule. Elle se reforme en petites unités. Ce sont des corps qui avancent imperceptiblement sur un plan poudreux. Ce sont des corps en mouvement qui peinent à avancer. L'attaque des balais géants. Déambulation de gens plus ou moins pressés. Quand soudain, des balais surgissent. Les balais raclent le sol, le déforment. Certains individus changent de direction et s'adaptent aux modifications du territoire, et d'autres non. Je plante des clous sur une plaque, une feuille s'y dépose. Chemin. Un chemin parsemé de clous. Du vent, les feuilles tombent et forment un sol en équilibre. Mais dès lors qu'une personne y passe, ce nouveau sol est détruit. Sur un tas de sable, une coulée, qui ne cesse de dévaler les pans du tas, au point presque de constituer des voies de circulation pérennes. La ville poste. Une ville où les habitants ont inventé un service de poste adapté à la topologie du lieu. Le principe, chaque matin, les agents ouvrent les balles, l'eau s'écoule dans le caniveau. Les facteurs placent le courrier dans des boîtes hermétiques. Et le courrier dévale ainsi les pans de la ville pour arriver à bon port. Donc, je voulais vous en montrer un extrait. Donc, à partir d'un ensemble d'expérimentations et puis d'animations, j'analyse la matière produite, puis je vais en fait faire des regroupements et je vais en extraire des mots. Donc, R, O, capter, stocker, filtrer, redistribuer. Et ces mots, en fait, ils vont me permettre de définir une typologie d'objets que je vais intituler topique. Alors, pourquoi topique? En fait, topique, ça vient de topos, donc qui veut dire relatif à un lieu. Et c'est surtout aussi, ça vient de utopique. Donc j'ai aussi enlevé le U pour... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de concevoir des utopies à partir du lieu même et justement connecté au lieu même. Et donc, je décide à ce moment-là d'appeler topique une typologie d'objets qui serait capable de capter, stocker, filtrer, puis redistribuer un flux. Et donc, un topic, c'est un objet autonome, déconnecté du réseau et global, et à l'inverse, connecté au milieu. Donc, j'en arrive à la troisième partie sur les topics. Donc, en fait, c'est une recherche que je mène depuis 6 ans maintenant. Le but de ce projet, c'est de concevoir des dispositifs qui tirent parti des flux naturels, comme l'eau de pluie, le vent, la lumière, ça pourrait être aussi la neige, la foudre, et des objets qui proposent des usages en fait, de ces flux dans l'espace public. L'enjeu de cette recherche, c'est aussi d'observer et de comprendre les conditions minimales d'émergence d'un système dans lequel il y a des échanges de la vie, du flux, et de voir comment, en introduisant un objet dans un lieu spécifique, avec ses propres caractéristiques, son climat, sa topographie, son histoire, comment cette situation va pouvoir se mettre en marche de manière autonome. Donc cette recherche topique regroupe aujourd'hui à peu près 12 projets qui sont pour la plupart à l'état de prototype, certains sont encore à l'état d'intention. Et donc j'ai choisi de vous parler de 4 ou 5 d'entre eux. Et je voulais commencer par le premier projet en fait, qui est Topic Eau, qui traite en fait, de la gestion de l'eau dans l'espace public. En fait, le point de départ de ce projet, ça a été une étude sur la mise en place des réseaux hydrauliques à Paris au XIXe siècle, sous Haussmann et puis Eugène Belgrand.
Et donc en me plongeant un petit peu dans cette histoire, en fait, je comprends qu'il a été décidé à l'époque d'opter pour un réseau unitaire. Alors, un réseau unitaire, c'est assez simple, c'est un réseau dans lequel on mélange eau usée et eau pluviale. Donc à l'époque, en fait, cette solution, elle était assez pratique, forcément, puisqu'on avait un tuyau pour 2 flux. Mais la consommation augmentant au cours du XXe siècle, en fait, on arrive aujourd'hui à une situation, à un système assez inapproprié, puisque en fait, ces eaux pluviales pourraient être traitées indépendamment, puisqu'elles demandent une filtration bien moins importante, sauf que on ne va pas tout détruire ce réseau pour remettre un autre réseau. Donc en fait, parce que ça existe, en fait, ça s'appelle des réseaux séparatifs. Et en fait, face à ce contexte-là, je me rends compte que il y a peut-être une nécessité en fait aujourd'hui à proposer des dispositifs qui traitent le flux sur lui-même où il arrive. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai envie de mettre en place, en fait, de concevoir une fontaine qui soit complètement déconnectée du réseau hydraulique et à l'inverse connectée au lieu. Et donc je cherche, donc ça c'est une intention au début de cette fontaine. Tout l'enjeu en fait du projet, c'était aussi de trouver une forme qui puisse incarner cette déconnexion du réseau et à l'inverse cette connexion au lieu. Donc cette fontaine en fait elle se greffe à l'existant, à un arbre, à un lampadaire. Elle est divisée en 4 parties. Donc on a un premier élément qui est un entonnoir en inox qui récupère cette eau de pluie dont les dimensions ont été calculées en fonction de la pluviométrie moyenne à Paris. Ensuite, une poche en élastomère souple qui va stocker cette eau non potable et qui va en même temps avoir la capacité de se gonfler, justement pour informer en fait, le passant, pour lui dire s'il y a de l'eau ou pas dans cette fontaine. Ensuite, une armoire à filtre, où là, en fait, j'utilise la filtration gravitaire, donc sans électricité, où on a une succession de filtres qui va permettre de purifier l'eau et la rendre potable. Et enfin, un robinet en inox et céramique qui va permettre de redistribuer cette eau potable à boire. Donc voilà la fontaine installée sur un arbre. C'est une image, puisque... alors, ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, en fait, c'est le premier projet, c'était même mon projet diplôme à l'ENSI, et j'ai jamais réussi à le réaliser, en fait, à le prototyper, pour plusieurs raisons. Peut-être la première, c'est qu'en fait, la législation en France sur l'usage de l'eau de pluie est extrêmement restrictive. On n'a pas le droit de boire l'eau de pluie, en fait, même filtrée. Alors que c'est possible, en fait, dans d'autres pays, comme en Belgique ou en Allemagne. Et donc voilà, donc ça c'est un point important sur lequel je reviendrai après. Mais au-delà de ça, en fait, ce premier projet, il m'a permis en fait d'initier, de débuter en fait cette recherche. Et l'important aussi pour moi, c'était de donner forme à un usage en fait de cette ressource en ville, même si le contexte juridique ne le permet pas. Alors j'enchaîne. Donc en fait, après ce projet, je pars en résidence au Japon pendant 4 mois au CCM Kitakyushu et je vais dédier ce temps de travail à développer d'autres topics. Donc sous la forme plutôt d'intention de projet, je vais associer en fait des photos de contexte, des dessins, des photomontages, des schémas de principe pour arriver à une dizaine d'intentions de projet qui proposent à chaque fois un usage de l'air, du vent, de l'eau s'infiltrant dans le sol, etc. Et parmi ces différentes intentions de projet, il y a Topic Feuille, que je développe à mon retour du Japon. Le point de départ en fait, de ce projet, ça a été l'observation de ces machines-là, assez bruyantes, et donc parfois on peut questionner un peu l'écart entre le moyen utilisé et puis l'objectif. Et ce qui m'intéressait en fait, c'était je me posais la question, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'inviter le vent à participer à ce travail-là de ramassage des vents. Et donc j'ai imaginé Topic Feuille, donc qui est un collecteur de feuilles qui fonctionne avec le vent, qui est composé de 2 parties. Donc on a un réservoir qui contient une résine naturelle, et puis qui va, avec la gravité, rendre le filet adhérent, un peu comme
un peu comme un sketch à mouche en fait. Et l'idée c'est aussi d'utiliser ce filet pour collecter les feuilles en fait, à la fin de l'automne pour le paillage des espaces verts pendant l'hiver en fait. Et évidemment il fonctionne aussi comme un signe en fait, comme une autre manière de peut-être travailler avec le gant, d'intégrer j'enchaîne ensuite avec en fait, le premier projet donc en 2012 où je réalise vraiment un topic in situ pour le jardin des Cimes en Haute-Savoie. Donc c'est un jardin qui fait 3 hectares, qui est face au Mont Blanc, à côté de Salanches, et qui est ouvert au public, avec un parcours scénographié qui raconte différents types de végétation dans la montagne, la faune, la flore, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est géré par une association et une entreprise de réinsertion professionnelle par le travail dans les métiers du paysage. Et donc, il m'invite à réfléchir et à concevoir un moyen d'irriguer leur potager, qui était situé en Contrebas. Et donc, dans la continuité de la fontaine que vous avez présentée, j'ai voulu en fait proposer un réseau qui utilisait aussi la gravité, en fait la pente de Guerlain, et qui est composé d'un collecteur, d'un tuyau et d'éléments en grec qui vont redistribuer l'eau au plus près de la parcelle qui en a besoin. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça a un peu changé. Mais à l'époque, enfin, c'est pas longtemps, mais il y avait pas mal de réservoirs d'eau de pluie, mais pas grand-chose en fait pour ramener, à part l'arrosoir, pas grand-chose en fait pour ramener l'eau au plus près de la parcelle qui en a vraiment besoin. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser le tuyau à la fois pour stocker l'eau, pour acheminer l'eau, forcément, mais aussi pour la stocker. Donc on a un premier élément en haut à gauche qui est un récupérateur d'eau de pluie qui fait à peu près, qui est en fibre de verre et textile et qui récupère à peu près 500 litres d'eau par mois. Et puis on a ensuite le tuyau dont je parlais qui est relié à chaque fois à des éléments qui ont été faits, qui ont été réalisés en brèche à côté et qui redistribuent l'eau sous différentes formes, donc sous forme de pluie pour des semis. On avait aussi un petit bassin en fait, pour que à proximité du jardin pédagogique pour que les enfants remplissent leur arrosoir. Ils viennent aussi arroser. Et puis ici, c'est des éléments qui sont plantés dans le sol et qui permettent de diffuser l'eau par infusion en fait, pour du maïs et puis des courges. Donc ce projet, en fait, c'était un petit projet assez le temps court, mais ça a été l'occasion en fait, de tester pour la première fois un dispositif dans un lieu et pendant plusieurs mois avec des gens, avec une association. Donc c'était assez important. Et puis j'ai continué à développer ces topics. Là, je voulais vous présenter un autre projet qui s'appelle Topic Ciel. En fait, c'est en 2012. En fait, j'ai répondu à un appel à candidature qui était organisé par New Design sur le thème, c'était la pause en ville. Et donc, en fait, j'avais envie de retravailler sur l'usage de l'eau. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y avait cette histoire de loi, en fait, sur l'usage de l'eau de pluie. Et je ne voulais pas en rester là. Je me suis dit, bon, par rapport à ce contexte d'usage relativement limité, donc l'arrosage, le lavage, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de proposer un dispositif qui miserait plus sur une fonction contemplative et qui finalement proposerait une première étape vers un usage plus diversifié de cette ressource eau de pluie. Et donc l'hypothèse induite par la proposition topicielle, c'est est-ce que le temps dédié à la pause en ville ne serait pas l'occasion de percevoir autrement cette ressource. Donc Topic Ciel, en fait, c'est un miroir de ciel qui est alimenté à l'eau de pluie, qui a eu plusieurs versions. En fait, donc, le principe est toujours le même. On a un collecteur, un récupérateur d'eau, un tuyau et un élément réflecteur qui est fait en... Ouais, non, qui est hydrophobe, en fait. Donc, qui fait que le matériau permet de créer des flaques qui vont refléter le ciel. Dans un premier temps, en fait, le projet est sélectionné et donc je pars aux Beaux-Arts de Tourcoing pour réaliser une première maquette, en fait, échelin avec les étudiants. Donc là, c'était un peu le... Voilà. Qui permet aussi... donc c'était avec des matériaux de récupération donc qui permettent on pouvait
pouvait pas tout faire en fait, forcément, avec les matériaux qu'on avait, mais bref. Donc on réalise une maquette échelon, et puis finalement le projet est choisi pour bénéficier d'une bourse et pour être développé. Donc en fait j'ai travaillé plusieurs mois après pour réaliser une autre version qui elle est en inox et puis avec des matériaux un peu plus résistants. Et je parlais de matériaux hydrophobes, en fait sur ce prototype-là, en fait j'ai utilisé du caoutchouc donc qui permet justement qu'elles hydrophobes qui permettent de constituer des flaques. Et donc ça c'était présenté à la Biennale de Saint-Étienne cette année. Donc en fait, bon, progressivement, je réussis peu à peu à tester, à prototyper, à installer dans l'espace public, mais forcément, ça met du temps, quoi. Je voulais juste vous parler de Monsieur Ta, rapidement. Vous me dites, tu me dis si je suis un peu longue. Alors Monsieur Ta, en fait, c'est un projet, ça a été réalisé dans le cadre d'un programme de recherche-action qui s'appelait Le Vivant et son énergie, proposé par l'INRA à Versailles. Et donc je travaille avec un artiste qui s'appelle Gaëtan Robillard, et on avait envie en fait de travailler sur l'énergie provenant de la Terre. À ce moment-là, en fait, on suit avec beaucoup d'intérêt les recherches et le travail de Claude et Lydia Bourguignon, que vous pouvez peut-être connaître, qui travaillent sur la microbiologie du sol. Et ce qu'on comprend, en fait, c'est que le sol, loin d'être inerte, contient donc 80% de la biomasse de la Terre. Et on se pose la question comment finalement rendre visible ce potentiel énergétique. Comment imaginer une installation qui serait capable de répondre au plus juste aux qualités du lieu. Comment privilégier un cycle énergétique vertueux capable de s'adresser aussi à l'humain, aux visiteurs, voilà. Et donc on imagine une installation qui serait capable d'utiliser sa propre énergie pour émettre un son. Donc c'est Monsieur Ta. Et Monsieur Ta, il est composé donc, de terre prélevée sur une parcelle et puis de déchets organiques. Et on utilise un principe de pile à terre, donc assez simple en fait, pour capter l'énergie de la terre. Donc pile à terre, en fait, c'est un peu le schéma, mais en gros, c'est un peu comme ce qu'on fait quand on est en forme, on va mettre des électrodes dans un citron et on va voir qu'il y a un petit courant électrique. Bon, là, on l'a fait avec de la terre, et on les a mis en série pour obtenir un courant électrique suffisant pour faire bouger la membrane du haut-parleur. Donc là, on a les organes en fait, de Monsieur Ta. Donc on a des piles à terre, on a un haut-parleur avec un cornet en chaîne qui permettait d'amplifier le son, et puis à droite, un entonnoir qui permettait d'humidifier régulièrement les piles. Et donc là, les organes placés sur un tas, donc le cornet en chaîne, l'entonnoir. Et donc en fait, on a réussi à les faire parler en fait. Alors là, j'ai pas encore le son, je vais vous montrer par la suite. J'ai le son après. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, bon, déjà, rien qu'en en fait, avec cette première installation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste réussi à faire bouger la membrane, à amplifier le son. Donc en fait, on avait un claquement un peu sec. Et je pense qu'à peu près à 5 mètres en fait, du temps, on pouvait réussir à l'entendre. Et on a retravaillé en fait ce projet dans le cadre d'un événement qui s'appelle Horizon Art Nature, donc plus de Sancy. On a réadapté le projet aussi en fonction du site, qui était complètement différent. On a travaillé à la main, façonné la terre, et ça c'est je pense que c'est un exercice incroyable, je pense, de sculpture dans une école d'art. C'est à la fois un peu métaphysique et en même temps il y a un rapport de masse et d'échelle où on apprend beaucoup. Et donc voilà, ça c'est le cri du sol, une deuxième version, et je crois que j'ai des sons. Je vais juste vous faire. Voilà, en fait on avait juste à rajouter un petit synthétiseur vocal en fait pour donner un peu plus de présence au son, mais c'est toujours produit grâce aux piles à terre qui sont sur le côté. Voilà. Et peut-être un dernier topic, non, un avant-dernier. Pardon, le soleil et puis après les insectes. Donc ça c'est un projet que j'ai réalisé avec Marie-Sarah Adoni. En fait, depuis ma résidence au Japon, je voulais développer un topic qui serait
serait dédié au soleil. Et j'avais découvert un type de cadran solaire qui s'appelle analemmatique. Et je me disais, finalement, ce principe-là, la place le rapport entre le flux et l'humain était assez proche de ce que j'essayais de faire dans les topics. Donc j'ai essayé de le réinterpréter. Et donc, peut-être pour information, dans un cadran analemmatique, en fait, le corps fait office d'aiguille, et donc c'est son nom qui permet de donner l'heure. Et donc, avec Marie-Sarah, on se rend compte qu'il est assez complexe de retravailler ce type de dispositif. Le corps il doit être plus ou moins incliné en fonction de la latitude, il doit être mobile sur l'axe du cadran, etc., etc. Et donc, en fait, on décide de travailler à partir de ces contraintes et de mettre en scène le corps au sein de ce cadran pour proposer un nouveau dispositif urbain autonome, donc qui est composé de choses, une ceinture qui permet d'incliner le corps et puis d'un marquage au sol pour lire l'heure. Donc l'idée c'est que ce dispositif en fait il est aimanté, il peut s'aimanter à un lampadaire, enfin, de la ceinture, voilà, et il permet donc d'incliner le corps pour lire l'heure. Et finalement ce projet, bon, il se rapproche presque d'une performance, enfin il est un peu à mi-chemin avec on va dire un travail peut-être plus plastique. Dernier topic. Ici, c'est une commande pour le domaine de Chamarande en 2014. Le domaine de Chamarande, en fait, c'est un domaine qui appartient au département de l'Essonne, à côté de Paris, qui est constitué d'un parc de 90 hectares, chez le XIVe siècle. Il y a le fonds départemental d'art contemporain aussi qui est sur le site. Et ils organisent en fait tous les ans des expositions, surtout des expositions qui traitent en fait du dialogue entre l'art et l'environnement. Et donc, en fait, au début, j'essaye comme tout le monde, en fait, d'essayer de comprendre le contexte, en fait, l'histoire du lieu. Et je propose un topic insecte, en fait, qui est une petite fabrique potagère autonome qui va rejouer à échelle réduite ce qui peut se produire spontanément dans l'environnement. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mettre en place un réseau qui rend visible une relation réciproque entre les insectes pollinisateurs et les visiteurs du parc. Et en fait, ça c'est vraiment l'objectif. Et pour ça, en fait, je vais essayer de mettre en relation ces deux protagonistes. Donc en fait, en fait, sur le parc, dans le parc, il y avait aussi un canal. Et donc en fait, le principe, c'est que on a une pompe. Donc les visiteurs vont être invités à pomper l'eau du canal pour l'amener dans une citerne. L'eau va être acheminée grâce à une conduite en bambou vers un petit potager en fait. Et autour de ce potager, on a une prairie fleurie. Je vais aller là. Ouais, une prairie fleurie dont les plantes ont été choisies pour attirer les insectes pollinisateurs et pour en échange protéger la culture potagère. Donc en fait c'est un petit écosystème où les insectes et les visiteurs se rencontrent pour s'entraider en fait. Et peut-être ce que j'avais... Oui, le projet aussi était en lien avec un programme de recherche qui est proposé par le Muséum d'histoire naturelle, qui s'appelle Skipol, et qui vise à... en fait, ce protocole est assez simple, il suffit de prendre en photo un insecte sur une plante, sur une fleur, et de l'envoyer en fait, à cette base de données, et ensuite ça permet d'alimenter une base de données qui sera analysée par des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle. Ce qui permet en fait, de lister l'ensemble une grande partie des espèces, des insectes pollinisateurs en France. Voilà pour les topics. Je pense que ça va encore, j'ai encore quelques minutes. Rapidement. En fait, je voulais vous présenter deux projets dans un contexte de commande. Le premier, qui ne porte pas forcément sur l'espace public et les flux, mais qui traite plus de santé. En fait, c'est une commande artistique dans le cadre d'un réaménagement de 3 services de neurologie au CHU de Strasbourg que j'ai réalisé avec 2 designers il y a quelques
vous aviez en 2010. En fait, ces services donc, accueillent des patients atteints de sclérose en plaques, épilepsie, Alzheimer et autres pathologies. Et en fait, on a, comme à chaque fois, on a essayé de comprendre ces différentes pathologies. Et on s'est rendu compte en fait que la déambulation était une activité importante. On a essayé de la valoriser, en fait, de la souligner, d'inviter en fait à pratiquer cette déambulation pour deux raisons. À la fois, c'est une activité en fait, qui participe au maintien psychique et psychologique de la personne, et puis c'est aussi une activité qu'on fait en attendant, tout simplement. Ça, c'est juste une vue en fait, d'un des services. En fait, on a travaillé sur plusieurs types d'interventions, à la fois une intervention colorée, lumière, mobilier, aménagement. Une des premières interventions, c'était de proposer en fait un dégradé de couleurs qui soit en fait, parce que chaque service était composé un peu de la même manière. Un dégradé en fait qui tourne autour du bloc central et donc chaque couleur se reporte sur les fenêtres intérieures des chambres. Et donc qui invitait aussi à déambuler avec là un pouvoir avec des grilles pour inviter à ne pas forcément passer, l'aménagement des espaces d'attente, des magnettes pour les enfants pour leur permettre de recomposer un paysage pendant qu'ils attendent, l'identité graphique, et puis cette dernière intervention qui paraît complètement peut-être minime en fait, mais on avait un bout de couloir en fait qui était peu utilisé finalement. Et en fait, on a essayé de le transformer en un observatoire ou en un espace de relation avec l'extérieur, puisqu'en fait, l'hôpital est un espace, un lieu qui a été conçu, c'est évident, pour des raisons sanitaires, comme un lieu qui est complètement déconnecté du milieu extérieur. Et pour autant, des gens qui restent là pendant plusieurs jours, il nous semblait important justement de souligner cette relation. Donc voilà, juste avec un encadrement de fenêtre, en fait, on a essayé de souligner ça. Et je finirai avec un des derniers projets en fait, qui a été réalisé juste à côté d'ici, au Reux, qui a été réalisé dans le cadre d'un 1% artistique pour la construction de la médiathèque en fait. Construction de la médiathèque. Moi, j'ai commencé par essayer de comprendre ce site, en fait. Donc, on a la médiathèque qui est juste ici. Vous êtes peut-être déjà allé heureux non? Mince. En fait, on a en fait à proximité de la médiathèque plusieurs équipements. On a une maison de retraite, une maison de la culture, le centre-ville qui est juste à côté, un conservatoire, un collège. Et on a une parcelle, en fait, juste devant, qui, je me suis rendu compte, était, invitait en tout cas à la déambulation, pareil, à la marche, et il y a pas mal de circulation piétonne. Et donc en fait, j'avais envie en fait, que cette proposition de 1% soit une invitation à entrer dans le bâtiment. La deuxième chose aussi, c'est que cette médiathèque, c'est un lieu de rencontre qui est marqué par une activité d'échange, de transmission, de récits, de savoir, d'histoire. Et donc je me suis posé la question, comment traduire cette activité dans un dispositif dans l'espace public à destination de tous passants. Et donc, mon objectif, en fait, c'était de proposer un dispositif donc, médiatique qui soit capable de s'adresser aux usagers de la médiathèque, aux passants, et de traduire en même temps l'activité de la médiathèque. Donc, j'ai répondu à une fonction assez simple, qui est celle de s'asseoir. Et donc, j'ai décidé de travailler sur un banc. Donc, je vais passer rapidement. L'idée, c'était de proposer un banc qui invite à la pause, à la contemplation, et qui traduit l'activité de la médiathèque. Un banc qui, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était important, c'est un banc qui soit susceptible de chuchoter, de raconter des histoires. Et donc le banc, une fois réalisé, alors pour vous expliquer, donc, le projet s'appelle Bibliophonie et il a été conçu pour être vraiment un outil pour la médiathèque. En fait, c'est un banc qui est connecté à une base de données à l'intérieur du bâtiment. Régulièrement, en fait, le personnel peut rajouter, modifier les playlists. L'idée, c'est qu'aussi
à moyen terme, les associations, le conservatoire, le collège puissent produire en fait leur propre contenu et pour être diffusé en fait sur ce banc. Et le principe, donc, c'est qu'en fait on a un bouton. Et alors au début, moi je voulais mettre un capteur, et puis en fait je me suis rendu compte que dès qu'il y avait un chat qui passait, c'était la peine. Donc en fait, c'est un bouton, mais c'est en même temps plus durable, en fait, parce que s'il y a un problème, c'est beaucoup plus simple à changer. Et donc les gens peuvent s'asseoir forcément et écouter. Et la nuit, le banc en fait devient lumineux, et donc devient un signal dans l'espace. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je voulais juste conclure sur peut-être les dessins qu'il y a là, en fait, que j'ai intégrés aussi à ma présentation. En fait, ces dessins-là, je les réalise la plupart du temps après avoir fait pas mal de recherches, et c'est souvent un dessin sur lequel que je produis pour croire assez finalement à l'idée, parce qu'à un moment il est réel, et pour ensuite réussir à le développer. Et donc ces dessins-là, ils sont parfois en fait, ils sont narratifs, mais la plupart du temps ils traduisent un principe en fait dont dont le développement reste à travailler, et voilà, c'est plutôt un principe à chaque fois. Voilà. Merci. J'imagine que l'Assemblée a énormément de questions à poser. Une question, Jonas. Juste à la fois pour le vent, le son il vient de quoi? Là il y a un haut-parleur. Il y a un haut-parleur et il est connecté à une base de données qui est dans la médiathèque. Donc, voilà. Et il y a un bouton. Le bouton il est là. Donc en gros, dès qu'on appuie sur le bouton, il y a un signal qui est envoyé à la médiathèque, qui revient et qui diffuse le son. Pour le travail de la transmission, vous travaillez avec les acteurs de milieu aussi, directement. Ouais. Oui, alors là, c'était vraiment nouveau. Pour nous, en fait, on avait, je dis on était trois, donc il y avait Marie Poirier, Aurélie Gingéa. On avait développé un projet ensemble pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On avait commencé déjà à travailler sur ce sujet. Après, là, à l'hôpital, oui, on était en relation avec le directeur, le responsable technique en fait, de l'hôpital, mais aussi des infirmières, des médecins, pour déjà valider en fait les intentions, les modifier. C'était encore un contexte super différent et super intéressant, quoi. Après, ce qui est compliqué dans ce projet-là, moi je suis assez critique par rapport à ce projet-là aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on aurait pu aller plus loin encore, mais il y a tellement de normes, en fait, c'est pas facile en fait d'intervenir dans un hôpital. Il faut privilégier les circulations, l'hygiène, et moi je me dis finalement avec du recul, finalement on est un peu trop dans la cosmétique que vraiment, peut-être à part peut-être notre dernière proposition, mais aujourd'hui j'ai l'impression que on pourrait peut-être aller plus loin, voilà. Mais ça prend du temps en fait de réussir à trouver le bon curseur. Et tu penses quoi des designers qui produisent des objets selon thérapeutiques, par exemple Mathieu Bonheur, je sais pas, dans nos Non, mais il faudrait parler de tel ou tel projet, tout dépend comment c'est fait. Moi, par exemple, le dernier projet qu'il a fait sur les personnes en fin de vie, je ne sais pas comment l'objet vit. Oui, voilà. Je ne sais pas comment l'objet vit, en fait. C'est un beau projet. Après, je ne sais pas assez d'infos pour pouvoir vraiment
moi je trouve que la démarche est intéressante. Après, il faut voir si en réalité ça tient la route. En fait. Deux questions. La première, tout ce qui était animation, c'était dans tout votre cursus ou c'était dans les 2 dernières années, par exemple, sur votre scolarité Non, c'était vers la fin. Ouais. C'était vers la fin, c'est pas quelque chose qui vous a suivi pendant vos 5 ans ou 6 ans d'études Les animations, en fait j'en ai fait plusieurs. Là, ce que je vous ai montré c'était vraiment la dernière année. Après j'en ai fait depuis. Mais c'est vrai que. Ouais. Ouais. C'est la deuxième question. Vous faites quelque chose qui soit très technique. Vous informez, est-ce que parfois vous travaillez avec des techniciens ou vous faites c'est que de la recherche par vous-même je pense à Fontaine, par exemple, avec ces 3 parties. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé tout seul. Non, alors c'est marrant que vous disiez ça. Moi je trouve que c'est pas. Enfin, ça pourrait être encore plus technique. Enfin, je pense que je progresse en tout cas là-dessus. Pour la Fontaine, en fait, moi j'étais entrée en contact avec une entreprise à côté de Nantes qui commercialisait des films. Parce que je suis obligée en fait, à chaque fois d'aller rencontrer les grands interlocuteurs pour essayer de comprendre comment ça marche. Voilà, par exemple, en ce moment, je travaille un peu sur le projet Oduc. Et pour ce projet-là, en fait, ces projets-là, je veux travailler sur le réseau d'eau potable à Paris. Donc pour ça, là en ce moment, j'essaie de rencontrer des gens de Paris, du département des espaces verts, de la propreté. De la pure aussi, dans l'atelier qui produit des études en fait, sur la vie. Enfin voilà, donc à chaque fois il faut essayer de rencontrer des gens pour comprendre en fait. Après, je suis pas ingénieur, donc bon, voilà. Faut essayer d'aller trouver l'information là où elle est, mais j'imagine vous aussi, dans vos projets. Comme c'est des grandes réalisations, je trouve ça. Je me demandais si c'était dans les écoles qu'on apprend ça ou. Avec la collaboration de personnes, comment vous avez je pense que tout le monde l'a. Enfin, je sais pas, quand on est dans une école d'art ou quand on apprend le design, il y a un moment, quand on a besoin de savoir quelque chose, oui, on peut l'avoir de mes professeurs, mais à un moment, il faut aussi aller à l'extérieur. Tout dépend des chaînes, mais ouais. Est-ce que je rebondis sur la question, est-ce que tu penses là tu parlais du fait que le potable c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas la consommer, que la loi est très dure et que oui, l'eau pardon, et que en fait en Belgique, en Allemagne, la législation est autre. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont bouger ou parce que du coup tu es en train de dire que tu continues à travailler sur cette affaire-là, alors qu'on sait que c'est extrêmement compliqué. Comment tu te positionnes par rapport à ça et même le lien en fait même avec la loi en fait, comment tu vois cette marge de manœuvre, est-ce que ton travail a aussi cette dimension de faire comprendre aux gens que peut-être il y a quelque chose à faire et que la loi va pouvoir bouger? Alors après, je parlais du fait qu'on n'a pas le droit de la boire. Après on peut l'utiliser pour d'autres choses, on peut l'utiliser pour laver, on va dire que pour l'instant, sur cette histoire d'eau à boire, d'eau de pluie, je ne continue pas à travailler en fait là-dessus. Là, moi je travaille plutôt en ce moment sur l'eau non potable, en fait, il y a un réseau autre qui permet de laver les eaux. Après, pour répondre à ta question, moi ce qui m'intéresse en tout cas à chaque fois, c'est de proposer des objets, des dispositifs qui ont une forte valeur pédagogique en fait, et qui racontent des processus, des provenances, des transformations. J'aimerais bien voir, je pense que c'est pas à mon échelle que je peux faire bouger les lois. Après, je pense que c'est chacun dans son coin qui à un moment peut faire changer en fait, cette mentalité et pourquoi pas demain si je travaille avec je sais pas, une association, un organisme plus gros, peut-être que ce type de dispositif peut permettre d'apporter cette petite touche dans ce discours-là, mais je pense qu'il faut être ambitieux, mais il ne faut pas être naïf. Voilà.
par rapport à la pédagogie, etc., est-ce qu'il y a des bouquins en fait, de lecture des auteurs qui vous ont inspiré depuis la fin de vos études, pendant vos études, à aujourd'hui, et qui ont guidé votre travail, ou est-ce que vous écrivez vous-même? C'est une bonne question. Bah oui, il y en a plein comme ça. Bah, il y en a plein. Ouais. Moi, je sais pas, je pense à Peter Sloterdijk et Cube. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Mais bon, c'est un peu particulier. Ça m'a aidé aussi avec cette histoire d'adaptabilité. Moi, pendant mes études, en fait, je crois que j'ai lu pas mal d'essais en fait, d'architecture, sur l'architecture, plus que sur le design. Mais après, c'est très personnel, en fait. Enfin, je pense que... Ouais, mais après, la question, est-ce que j'écris j'aimerais écrire plus, j'écris pas beaucoup, non. Mais j'aimerais prendre plus de temps. Mais ce qui est compliqué, c'est en fait, c'est deux temporalités complètement différentes. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en mémoire ou enfin, ouais. Mais le passage en fait entre le moment d'écriture, où on écrit et où on produit, enfin, c'est tellement des manières différentes de penser que c'est très compliqué en fait de donner les autres temps. Et donc là, en ce moment, je suis plutôt dans le. Hein, et c'est pour ça que vous avez d'abord le mémoire et après le projet. Hein, mais en écrivant autrement au fur et à mesure. Oui, voilà. Mais juste peut-être pour vous dire, je vous montrais des tas tout à l'heure, le fait d'avoir creusé un trou pour faire un tas. Ça, je l'avais fait juste après mon mémoire. Et en fait, à un moment de retourner à la matière et en fait, essayer de conceptualiser d'une autre manière, moi, je m'avais beaucoup aidé en fait. Donc ça, c'est une autre manière de répondre. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ou on arrête sur cette parole faites l'état des trous? Oui, j'avais une question. C'est concernant votre production. Je me demandais simplement, parce que dans là, finalement, vous l'ajoutez à votre installation comme une pièce supplémentaire, puisqu'elle intervient par-dessus. Et si la question, c'était de savoir si c'était une volonté plastique de la placer comme telle ou pas. Puisque je vois en fait dans votre dispositif l'espèce de fond coloré qui, par les couleurs engagées et les signes graphiques qui murmurent un peu déjà et invoquent un peu appel à la discussion. Et j'imaginerais en fait ces formes comme si elles parlaient un peu d'elles-mêmes et comme si, avec des haut-parleurs, je sais pas, le projet comme tel, je sais pas, avec des haut-parleurs qui rentrent derrière, renforcer en fait ce caractère, puisque finalement, seule la personne qui va se placer sous ce haut-parleur va entendre ce qui sera actif. Est-ce que l'ensemble des personnes qui sont convoquées autour de l'installation vont pouvoir participer aussi un peu à ce sujet? Oui, on l'entend. Oui, on l'entend à proximité, quoi, même à 2 mètres. En fait, vous parlez de la forme du banc et pourquoi le haut-parleur vient par derrière, en fait. Ça, si c'était une volonté. Bah oui, enfin, oui, tout est. Enfin, oui, tout est une volonté, tout est choisi. Hein. En fait, ce que je voulais représenter avec en fait, cette nuée là, qui représente finalement le son, en fait, une diffusion d'un flux aussi. Il est venu aussi de dessins, de dessins au feutre en fait, que je vous ai montré devant. Et pourquoi le haut-parleur vient par derrière? Bah, justement pour faire apparaître la nuée devant en fait. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Après, vous l'aurez sûrement pas fait pareil, mais ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Les câbles passent par derrière, ils rejoignent. Moi, c'est compliqué de savoir si c'était vraiment en particulier de la compétition. Et tout, mais vous savez, quand on a un budget, enfin, moi déjà, c'est déjà super compliqué de gagner un. Non, mais je vous dis pour information, parce que moi je ne le savais pas quand j'étais à l'école. C'est super compliqué déjà d'avoir un
parce qu'il y a beaucoup de compétition. Après, moi, c'était un grand défi, quoi, parce que j'avais un budget de 27 000 €, qui c'est pas fou, hein, mais c'est quand même un budget, enfin, moi, c'est la première réalisation à l'extérieur comme ça. Et il y a une sacrée pression, parce que vous avez 27 000 €, vous avez signé votre contrat, et puis après, il faut débrouiller, il faut trouver des entreprises, il faut trouver tout. Donc, évidemment que chaque détail, et moi, j'ai mis 1 an, en fait, pour réaliser ça, entre trouver des entreprises, valider avec la ville, trouver des bons matériaux. Au début, je voulais travailler avec du bois, ça ne marchait pas. Après, j'ai trouvé l'acier émaillé, qui était un matériau plutôt bien dans l'espace public. Et voilà. Donc oui, tout est choisi, quoi. Enfin, oui. Merci encore. Merci.